Bonjour et bienvenue au webinaire de Faction A sur les architectures analytiques possibles sur Microsoft Azure. Merci beaucoup de votre participation en grand nombre ce matin, en ce beau matin de novembre. Chez Faction A, nous sommes toujours ravis de constater que nos formules de webinaire fonctionnent très bien. Mon nom est André Deblois et pour les 50 prochaines minutes, je serai votre modérateur. Et c'est pour les 50 prochaines minutes et non pas jusqu'à 12h59 comme indiqué sur votre invitation. Donc, nous serons là jusqu'à midi moins 10, midi moins 5 maximum. Donc, tout d'abord, j'aimerais souligner la tenue de nos prochains événements. En fait, on a plusieurs événements au mois de novembre. On a un événement tous les mercredis du mois de novembre. Donc, notre prochain est le 11 novembre, la semaine prochaine, donc mercredi le 11. On aura un webinaire sur comment gérer vos données avec Azure Synapse. Le 18 novembre, comment créer vos états financiers, vos états de résultats avec Power BI. Et le 25 novembre, on aura l'expérience client. Donc, on aura Centris qui viendra partager son expérience vécue dans le passage vers le nuage. Donc, on va avoir donc un invité, César Nassoui, de chez Centris. Si vous voulez toujours comme vous inscrire ou connaître ou comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on fait comme événement, comme prochain événement, je vous invite toujours à consulter notre page entrepôt sur notre site web. Donc, vous avez toujours l'annonce des prochains événements qui sont à venir. Puis, il y a aussi sur cette même page tous les webinaires qui ont été enregistrés précédemment et qui sont rendus disponibles, donc pour consultation à votre demande, à votre convenance. Donc, il y a plein de webcasts là, qui ont été enregistrés, qui sont disponibles depuis, mon Dieu, c'est des webcasts qui ont été faits dans les 2 à 3 dernières années, donc qui sont rendus disponibles sur notre site web. Donc, pour vous inscrire, vous pouvez, à partir de notre site web, vous pouvez toujours connaître nos événements aussi sur notre page LinkedIn. Donc, n'hésitez jamais là, à vous enregistrer ou à consulter ce qui s'en vient. Aujourd'hui, j'aimerais aussi vous indiquer que ce webinaire est enregistré et qu'il sera accessible à partir de demain si vous désirez le consulter ou le partager. Vous aurez également accès à la copie de la présentation dès que le webinaire sera terminé. Nous vous enverrons donc un courriel avec les liens pour l'accès à l'enregistrement et à la présentation. J'aimerais également vous rappeler que ce webinaire se veut interactif, alors il est possible de poser des questions par clavardage en utilisant la fenêtre là, prévue à cet effet dans votre session de GoToWebinar. Juste avant, j'aimerais aussi vous présenter qui est Faction A. Donc, Faction A, c'est une escouade d'élite professionnelle spécialisée dans les analytiques et pouvant intervenir dans toutes les activités de mise en place de solutions analytiques modernes. Nous sommes spécialisés dans la planification, l'architecture Azure, la modélisation de données, le développement des composants d'ingestion de données et pour le design et la construction de tableaux de bord avec Power BI. Faction A est spécialisée uniquement sur la plateforme d'analytique et de décisionnel de Microsoft. Nous effectuons aussi également des migrations vers les technologies Microsoft, l'infonuagique Azure, et nous créons aussi des applications avec Power Apps de la Power Platform. Donc, nous offrons également des services gérés donc, pour le support et la gestion des solutions que nous développons pour nos clients. Faction A détient la distinction Gold Data Analytics de Microsoft et est reconnu partenaire officiel depuis 2016 avec Microsoft. Donc, Faction A possède l'expertise et le savoir-faire et est grandement apprécié de sa clientèle. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez jamais à nous contacter. Avec l'augmentation soutenue et toujours en croissance de la valorisation des multiples données disponibles, les entreprises et les gens de TI notamment se posent beaucoup de questions quand vient le temps de faire des choix pour moderniser leurs solutions analytiques. C'est ce qu'on va tenter de clarifier donc avec l'objectif de notre webinaire aujourd'hui.
Donc, vous apprendrez donc les enjeux typiques des organisations qui désirent moderniser leurs solutions analytiques. Vous apprendrez les justificatifs rationnels, donc du découpage de l'architecture, de la donnée source à l'information décisionnelle, et vous verrez des architectures types basées sur les services info-énergiques Azure de Microsoft. Pour notre webinaire aujourd'hui, nous avons notre collègue responsable des services professionnels et j'ai nommé M. Éric Brochu. Bonjour, Éric. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Toi aussi, content de voir que, oui, content de voir que je n'ai pas trop changé sur ma photo. C'est correct. Écoute, tu rajeunis, Éric. Oui, c'est ça. Okay. Éric est dans le domaine du BI là, depuis plus d'une vingtaine d'années déjà. Donc, Éric est responsable chez Faction 1 des services professionnels et est impliqué là, activement dans la définition des architectures et la mise en place des architectures basées sur les services Azure de Microsoft. OK. Pas trop vite. OK. Donc, je vais juste vous présenter comme l'agenda. Je vais commencer par une mise en contexte là, pour camper la thématique d'aujourd'hui. Et Éric couvrira le découpage moderne de l'architecture pour les analytiques en passant par les différentes couches là, du mouvement de données. Il présentera aussi les alternatives possibles pour supporter les besoins et les considérations aussi, les éléments rationnels, les justificatifs dans les choix, et ça tout en présentant là, des exemples classiques, typiques d'architecture. Je reviendrai à la période de questions et un court sondage à la fin. Mais n'hésitez pas surtout à poser des questions là, tout le long du webinaire. Donc, toujours en utilisant le panneau de questions. On va garder les questions vers la fin, mais s'il y a des questions qui sont pertinentes tout le long du webinaire, on pourra les couvrir au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Bon, mise en contexte. Bon, j'aimerais commencer par présenter la thématique, comme j'aime toujours le faire au tout début, là, pourquoi qu'on choisit les thématiques, puis introduire les thématiques aussi. Donc, pour mettre en relief, là, comme ce qu'on entend souvent des organisations au niveau des analytiques, et de tous les domaines d'ailleurs, et de toute organisation pratiquement, que ce soit de la PME à la grande entreprise, les organisations demandent typiquement là, quels sont les choix qui sont à faire dans le cadre de l'évolution numérique, notamment au niveau de leur positionnement par rapport aux analytiques. Donc, comment moderniser les systèmes vers des nouvelles architectures et surtout des alternatives d'hébergement infonuagique et comment profiter des services qui sont disponibles maintenant dans le nuage, qu'on comprend que c'est devenu une réalité du quotidien là, pour les organisations qui cherchent de plus en plus à exploiter et valoriser leurs données. Donc, les organisations veulent savoir quels sont les bons choix qui vont supporter leur positionnement numérique et l'évolution de leurs besoins. On constate clairement qu'il y a de plus en plus de grands volumes de données, une plus grande variété de données, une plus grande vélocité aussi sur ces données. On croise des données de plusieurs systèmes, là, ce n'est pas juste un système interne, donc de plusieurs systèmes internes et des systèmes aussi également internes, avec des formats de données qui sont très variés, souvent structurés, mais pas toujours structurés non plus. Donc, on veut croiser des données avec des données qui proviennent d'API publics, d'engins de bases de données complètement variés, complètement hétéroclites. Donc, on veut harmoniser ces données-là qui peuvent provenir de on-prem ou même de plusieurs plateformes info-nuagiques aujourd'hui. Donc, les organisations aujourd'hui se demandent, avec raison d'ailleurs, comment on va gérer aussi la sécurité. Se demandent comment j'aurai accès ou comment je vais pouvoir fournir un environnement informationnel qui va donner libre service à mes utilisateurs pour venir exploiter davantage les données qui sont disponibles. Donc, quelles composantes, quels outils, quelles technologies qu'on doit choisir? Quelles sont aussi les bonnes pratiques? Comment configurer
tous ces outils, ces nouveaux outils très souvent. Donc, comment tirer avantage de toute cette panoplie de nouveaux produits, de l'agilité, de l'élasticité aussi du cloud, de la rapidité de réaction dans la configuration des nouveaux environnements. Il y a beaucoup de questions que les organisations, en fait, nous posent et qui se posent avec raison. Et il y a beaucoup de solutions. Et du côté technologique, et surtout, il y a beaucoup de choix qui sont à faire. Donc, aujourd'hui, avec Eric, on va voir les architectures possibles en considérant les pour et les contre et des cas typiques avec des éléments de pondération qui seront évalués. Donc, la présentation va se faire de façon graduelle là, sur les différentes solutions basées toujours sur des analytiques basées sur les services Azure de Microsoft. Donc, au fur et à mesure, Eric va avancer dans les différentes architectures. Donc, juste avant de passer parole à Eric, un petit peu trop vite, j'aimerais juste faire un petit sondage éclair qui va prendre juste quelques secondes pour comprendre un peu plus au niveau de votre positionnement, comment vous utilisez les services infonuagiques Azure présentement. Donc, je vous invite à répondre à une des 4 réponses. Là, et puis, assurez-vous aussi de ne pas être en plein écran pour être capable de sélectionner une des 4 réponses. Bon, ça, c'est des caractéristiques spécifiques de GoToWebinar. Donc, si vous pouvez répondre, prendre juste 1 ou 2 secondes, puis après ça, je pourrai vous présenter les résultats. De la question, utilisez-vous les services infonuagiques Azure? Donc, je vais attendre, ça fait, il y a beaucoup de questions, beaucoup de monde qui ont déjà répondu. 74% des gens ont déjà voté. Donc, je vous laisse encore un petit 5 secondes, là, puis je pourrai, après ça, vous partager les résultats. Et après ça, je pourrai passer la parole à Eric. Donc, encore un, 2, 3, 4, 5 secondes. Donc, je ferme maintenant le sondage et je pourrais vous partager les résultats. Donc, on voit que la plupart, donc 44%, donc nous avons déployé Azure et tout va bien. Bravo. 24%, nous n'utilisons pas encore Azure. 22%, nous considérons déployer Azure bientôt. Et 10%, nous avons déjà déployé Azure et nous avons des problèmes. Ça me ferait plaisir de vous parler à ce moment-là. Donc, je vais cacher les résultats maintenant et je vais passer le contrôle de la présentation à notre collègue et animateur aujourd'hui, Éric Brochu. Donc, Éric, j'ai passé le contrôle. Mon Dieu. OK, il y a des travaux qui se passent sur la rue, puis ça brosse pas mal dans la maison. Excusez-moi. Ça, c'est la partie critique de la présentation, c'est de trouver comment gérer cette histoire-là, mais un instant, je vais... On voit ton fond d'écran de gamer. Oui, c'est ça, mais on voit bien ta caméra, mais on t'entend bien. OK, est-ce que vous voyez l'écran correctement ou... Oui. Le découpage type de l'architecture, on voit le slide. Bon, très bien, c'est bon. Parfait. Je te laisse. Je vais juste m'assurer de partir mes choses de mon côté. Bon. Un instant. D'accord. Donc, tout le monde m'entend, tout le monde voit l'écran, c'est correct, là? On a la bonne écran. C'est bon. C'est pas mon visage. Puis je vais juste enlever ma caméra, là. OK, pas de problème. Je devrais pas être la partie intéressante de la présentation. Donc, dans le fond, ce que j'ai tenté de faire au niveau de ce webinaire-là, c'est de découper différentes architectures types là, qu'on retrouve là, chez nos clients ou nos clients potentiels. Puis, c'est sûr que ce qu'on se rend compte à ce moment-ci, c'est que peu importe l'approche utilisée, là, une architecture d'intelligence d'affaires ou d'analytique, là, ça se découpe généralement en 4 portions. Là, on va pouvoir les explorer un petit peu plus en détail plus tard.
mais on parle évidemment d'intégration de données, donc de faire passer des données d'une source à une destination, et évidemment avec toutes les manipulations possibles là, à l'intervalle de ce transfert de données-là. On parle évidemment de stockage, on parle de la couche sémantique, donc la couche qui va être généralement accessible à la grande partie des utilisateurs. Et puis, on parle de la couche présentation. Donc, dans le contexte de ce webinaire-ci, ce que je vais faire, j'ai pris dans le fond, excusez-moi, je vais juste les passer en détail, là. Donc, au niveau intégration de données, dans le monde Azure, on parle évidemment d'Azure Data Factory. Il y a une saveur, il y a une autre saveur qu'on pourrait dire, là, Synapse Pipeline. On va peut-être la voir un petit peu plus tard. Puis si vous avez de l'intérêt pour Synapse, là, comme André le dit au début, on a un autre webinaire la semaine prochaine. Et puis, on a aussi Azure Databricks qui peut être utilisé comme engin d'intégration de données dans les implémentations de grande envergure. Du côté stockage, la nouvelle est sortie. On ne parle plus de SQL Server Data Warehouse, d'Azure SQL Data Warehouse. On parle maintenant d'Azure Synapse, qui est une des solutions de stockage. Évidemment, on peut toujours stocker nos données sur une bonne vieille BD SQL là, sur Azure. Et puis, il y a aussi la partie de stockage sur le Data Lake. Donc, quand on parle de Data Lake Analytics, on va le voir un petit peu plus tard aussi, là, qui est une partie très importante des différentes architectures. Dans la couche sémantique, ce qu'on voit, évidemment, bon, on a Azure Analysis Services là, qui est un petit peu un standard dans nos applications, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on peut faire de la modélisation, qu'on peut créer la couche sémantique dans Power BI. Puis Power BI, en fait, ça se découpe pratiquement en deux. Là. On a l'option de le faire dans Power BI en soi. On a aussi l'option d'utiliser Power BI Premium pour les implémentations là, qui ont accès à cette composante-là. Puis pour la couche présentation, c'est sûr que là, il y a un gros focus là, au niveau de Power BI là, pour la consommation de données. Donc, on va les voir là, dans les différentes architectures types. Puis, ce que nous autres, on voudrait présenter comme architecture type, dans le fond, c'est trois architectures qui adressent des besoins très, très distincts. C'est sûr que au préliminaire, souvent, un projet analytique là, commence souvent là, par une preuve de concept ou un pilote. Puis ce qu'on voit quand on fait un pilote comme ça, c'est que on veut avoir une solution très, très rapide à présenter. Donc, je vais vous présenter une architecture type de pilote pour faire de la preuve de concept. Évidemment, cette architecture-là, on va en discuter un petit peu plus loin, mais ce n'est pas nécessairement une architecture qu'on voudrait mettre en œuvre là, comme solution d'entreprise, mais je pense que ça valait la peine de la présenter nonobstant. Après ça, on va parler d'une architecture standard. Ce que moi, je considère comme une architecture standard, c'est une architecture qui comprend les composantes qui sont généralement mises en place là, par une entreprise qui veut faire de l'analytique sur Azure. Donc, on va regarder ce que ça implique. Puis, on va passer aussi un petit peu de temps sur ce qu'on considère comme des architectures un petit peu plus avancées, là, où les entreprises ont des besoins au niveau du data science, de la science de la donnée, où les entreprises voudraient faire du machine learning, où on voudrait intégrer des données, là, des données IoT ou des choses comme ça. Donc, on va adresser aussi ce scénario d'architecture-là là, un petit peu plus tard dans le document. Puis, ce qu'on a tenté de faire avec ça, c'est essayer de comparer ces différents scénarios d'architecture-là sur des justificatifs. Donc, être capable de faire une comparaison d'une approche versus une autre. Ceci dit, il faut comprendre que les architectures types qu'on présente, c'est pas un blueprint là, qui est inflexible. Au contraire, mais c'est quand même peut-être la base de discussion là, pour la mise en œuvre d'une solution analytique là, dans Azure. Donc, il y a des éléments qui peuvent s'ajouter, il y a des éléments qui peuvent s'enlever, dépendamment des fonctionnalités requises par le projet.
Mais c'est quand même, selon moi, des composantes quand même assez standards là, qui devraient être évaluées pour la mise en œuvre. Donc, sans perdre trop de temps, puis là, je regarde l'horloge en même temps là, pour être sûr. L'architecture que j'ai appelée le preuve de concept puis BI d'équipe. Bon, évidemment, là, ici, là, on parle pas nécessairement d'une architecture sur Azure. Souvent, quand on veut faire une preuve de concept, on veut être en mesure de livrer rapidement là, à l'équipe qui en a fait la demande, là, une preuve de concept pour évaluer la faisabilité d'un projet. Puis c'est le type d'architecture qu'on met en œuvre. La raison pourquoi je l'ai impliqué dans le document, c'est surtout pour comprendre les limitations de ce type d'architecture-là. C'est une architecture qui est intéressante au niveau prix, puis au niveau rapidité d'implémentation, mais au niveau fonctionnalité, puis qu'est-ce que ça peut porter à une entreprise, c'est très limitatif, là. Dans le fond, on voit là, au niveau de la volume de données, bien, tout le monde connaît les limitations de Power BI là, au niveau des limites de volumétrie. Donc, on s'entend que ça doit être des architectures là, pour des données qui sont à faible volume, où ce que la donnée, c'est sûr que là, on peut faire de la mise à jour assez fréquente là, avec ces architectures-là comme ça, mais ça devient compliqué là, quand on travaille avec des données complexes de différents systèmes et puis qu'on veut faire des mises à jour fréquentes. Donc, vraiment, pour moi, je l'identifie comme une architecture type pour faire de la preuve de concept ou à la rigueur, peut-être une architecture type pour du BI d'équipe. C'est-à-dire que on veut se monter une couche sémantique sur des données très, 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 très spécifiques, là, mais on veut pas avoir d'interaction là, avec un groupe qui gère un système analytique là, sur Azure. Donc, c'est pour des besoins internes qui seront probablement jamais exploités par l'ensemble de l'entreprise. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais présenter. On voit là, à droite là, que bon, la grande valeur de cette architecture-là, c'est la rapidité d'implémentation, mais aux autres niveaux, là, on pourrait avoir, là, on a des enjeux là, au niveau de la volumétrie, au niveau de la vélocité des données. On a des enjeux aussi au niveau de la sécurité parce que généralement, souvent, ce qui arrive, c'est que les modèles ne sont même pas déployés sur le service. Donc, ce qui arrive, c'est que la donnée est dans le modèle elle-même. C'est des données qui peuvent se transporter facilement. Puis, bon, mais on comprend qu'au niveau de la robustesse, c'est pas ce qu'il y a de plus robuste. Et la capacité d'évolution, bon, plus grand est le nombre de sources pour notre modèle, et plus on a des transformations à faire, c'est sûr que la capacité d'évolution diminue. Puis dans un modèle comme ça, ben, l'intégration va se faire avec un outil comme Power Query. Donc, tout reste à l'intérieur de Power BI, si on veut. Éric? Oui. On a reçu une question de Johan qui est peut-être à propos du type d'architecture que tu présentes. Il demande, est-ce que l'actualisation des données peut se faire en live? Là, ça va dépendre. Là, oui, mais il faudrait vraiment que je valide là, au niveau du live parce que selon moi, c'est pas du live, c'est du micro-batch. Mais il faudrait que ça se fasse sur un set de données qui est très, 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 très petit. Là. On s'entend, l'engin Power BI, une fois qu'on a déployé le modèle sur le service, de pouvoir faire du live sur ce modèle-là, -là, c'est très limitatif. Là. On ne pourrait pas faire ça sur des sets de données, mettons IoT, qui rentrent à grande vélocité. Là. Le modèle aurait juste pas le temps de se mettre à jour assez fréquemment. OK, c'est bon, merci. La prochaine architecture, puis celle-là, on va passer un petit peu plus de temps là-dessus. C'est parce que, bon, c'est généralement l'architecture qu'on tente de mettre en œuvre là, chez les entreprises là, qui en sont à leur première itération, si on veut, d'une plateforme analytique là, dans Azure. Donc, on comprend là, à droite, à gauche, là, les sources de données. Dans le monde Azure, ça a très peu d'importance. Je veux dire, on peut se connecter potentiellement là, à n'importe quelle source de données.
La grande différence, c'est que tout le travail de transformation de la donnée va se faire à l'intérieur de votre environnement Azure par une composante qui s'appelle Azure Data Factory. Dans le fond, Azure Data Factory, pour ceux qui ne connaîtraient pas la composante en soi, c'est un petit peu SSIS, dans le fond, là, sur Azure. Évidemment, il y a différentes fonctionnalités. Donc, Data Factory va s'occuper de l'orchestration, du transfert de la donnée, puis il va aussi s'occuper de tout ce qui est transformation de la donnée. Donc, on va utiliser Dataflow, si on veut, là, pour faire de la transformation de données. Dans cette architecture-là, il y a un point de décision qui est à faire là, au niveau de l'entreprise, c'est est-ce qu'on tire profit d'Analysis Services sur Azure ou on continue à exploiter nos modèles dans Power BI seulement. Puis ça, c'est vraiment souvent une question de volumétrie, une question de complexité des données. Faut s'entendre, il y a des fonctionnalités au niveau Analysis Services qui rendent la solution peut-être plus intéressante. Donc, au niveau de la sécurité, au niveau du partitioning, il y a des choses qui sont plus faciles à faire au niveau Analysis Services. Par contre, ce qu'on voit dernièrement, et puis ça, c'est une opinion, là, quand je regarde ce qui se passe dans le monde Microsoft, c'est qu'on voit que les mises à jour au niveau Power BI pour la partie modélisation, donc les modèles Power BI, sortent plus rapidement, si on veut. Donc, on sent une tendance là, à focuser sur la modélisation dans Power BI lui-même, mais on s'entend si on utilise Power BI Services avec la limitation au niveau de la volumétrie, c'est peut-être pas tout le temps la solution à utiliser. Donc, Analysis Services nous permettrait d'avoir de gérer des cubes ou une couche sémantique là, avec une volumétrie beaucoup plus grande, puis avec des fonctionnalités là, au niveau de la gestion un petit peu plus facile du côté Azure. L'autre chose intéressante dans cette approche d'architecture-là, c'est le Data Lake Storage, puis je vais en reparler un petit peu plus en détail là, plus tard dans la présentation, mais tu sais, jadis, dans les projets BI d'il y a 5 ans, c'est sûr que l'effort était mis vraiment beaucoup sur toute la partie modélisation du dépôt de données, puis s'assurer qu'on avait un modèle qui serait facilement exploitable, soit pour Analysis Services ou pour Power BI, ou même en requête directe. Là. Mais il y a eu un grand changement là, dans les 2 dernières années, puis on se rend compte que la couche qui devient de plus en plus importante, c'est vraiment la couche de storage là, sur le Data Lake. Puis moi, bon, je l'ai brisé là, en 3 zones, puis tantôt, je vais prendre un petit peu de temps pour les expliquer. Mais cette couche-là devient hyper importante parce que à quelque part, c'est celle-là qui va vous permettre d'évoluer votre solution. Donc, si on décide éventuellement de passer vers un environnement analytique plus complexe, notre source de storage sur le Data Lake va quand même demeurer intacte si on a fait les bons choix d'architecture à ce niveau-là. Les autres choses, j'ai mis quand même des composantes qui sont généralement utilisées. Là, il y a Key Vault, évidemment, là, au niveau de la sécurité, il y a Azure Automation. J'ai pas mis le VPN puis l'Integration Runtime qui est requis par le Data Factory. Je l'ai dans l'autre slide. Là. Mais c'est des composantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre d'une solution comme ça. Et puis, comme on voit à droite, cette approche d'architecture, c'est sûr qu'au niveau de la volumétrie, là, on est quand même à peu près sans limite. Variété des sources de données, je vous l'ai dit tout à l'heure, Azure Data Factory est capable de se connecter là, sur différentes sources, que ce soit des sources internes sur un autre cloud provider, que ce soit sur des sources web distinctes ou des software as a service. Donc, Data Factory est capable de faire cette connectivité-là. Vélocité des données, la raison pourquoi je n'ai pas mis la totale au niveau de la pondération, principalement, c'est parce que
il manque des composantes quand même assez importantes là, pour être capable de gérer le streaming. Donc, ici, on parle d'une approche qui va être plus en mode batch et micro-batch. Donc, si on a des besoins en temps réel, c'est sûr qu'il va falloir impliquer des composantes un petit peu différentes. Rapidité d'implantation, ben c'est sûr que là, il y a plusieurs couches à gérer, donc c'est une solution qui est beaucoup plus robuste, mais bon, ça implique du développement là, à plusieurs niveaux. Puis, dans cette approche-là, le développement implique plusieurs composantes. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué au niveau de la mise en œuvre. La sécurité, bon, mais c'est la sécurité Azure, donc on connaît toutes les fonctionnalités de sécurité qui sont disponibles, tant pour l'accès à l'environnement Azure que l'accès aux données ou l'encryption des données, là, que ce soit en transit ou at rest, là, qui est offert par Microsoft. Donc, on peut considérer cette solution-là là, comme très robuste. Là. Au niveau de l'intégration, on en a parlé, donc on parle d'Azure Data Factory. Le stockage, Data Lake Storage V2, évidemment les BD Azure SQL. La couche sémantique, on a un choix à faire en tant qu'entreprise. Est-ce qu'on se positionne pour Analysis Services ou on va vers Power BI? La prise de décision à ce niveau-là, évidemment, là, si on a la chance d'avoir Power BI Premium, bien, à partir de ce moment-là, c'est peut-être une décision qui est plus facile à faire. Sinon, bien, on va probablement focuser sur la volumétrie puis la complexité de la gestion de la couche sémantique là, pour prendre notre décision. Et puis, au niveau de la couche présentation, ben, c'est sûr que dans un monde Microsoft, c'est encore Power BI là, qui est l'engin qui est utilisé à ce niveau-là. Eric, oui. Je prendrais juste une question. On a reçu déjà plusieurs questions, mais on va l'adresser à la fin, puis si on n'a pas le temps à la fin, on pourra y répondre après le webinaire. Mais une qui était à propos par rapport à ce que tu dis. Est-ce que les modèles Power BI peuvent être consommés par d'autres systèmes? L'exemple qui est donné, c'est comme Cognos. C'est Jules qui pose la question. Sous toute réserve, je vais dire, ça peut être consommé par Excel. Sous toute réserve, je dirais que je pense pas qu'un modèle Power BI, donc le PBIX, puisse être consommé par un autre outil. Là. Ce qui n'est pas le cas aussi de la couche Analysis Services, là, que quand même des outils autres que Microsoft qui peuvent s'y connecter. Là. Donc, je pense que, puis là, il faudrait que je valide de mon côté, là, mais si vous prenez l'approche Azure Analysis Services, vous vous ouvrez à des opportunités un petit peu plus grandes, si on veut, au niveau des outils de présentation. Mais c'est sûr que selon moi, là, puis c'est à valider, mais il faudrait que je voie les releases, mais je pense qu'à partir du moment où on prend l'approche modèle dans Power BI, on est un petit peu locked-in là, présentement. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas, là, mais c'est une bonne question. Là. Je vais faire mes recherches pour voir s'ils ont ouvert le modèle PBIX. Puis la chose qui est très drôle, c'est que quand on regarde l'architecture ou le détail d'un modèle Power BI versus un modèle Analysis Services, c'est foncièrement pratiquement identique là, au niveau là, de ce qui se passe à l'intérieur du modèle. Donc, on peut facilement faire une migration d'un modèle Power BI vers Analysis Services. Là. Quoique l'inverse n'est pas vrai, là, mais si on a créé un modèle dans Power BI, on peut faire la migration vers Analysis Services. C'est bon. Tu n'avais pas d'autres questions? Non? On va les garder pour la fin. C'est bon. Comment qu'on est dans le temps? On est correct, hein? Oui. OK. Bon, puis la dernière architecture type que je voulais présenter, ben, c'est une architecture qu'on considère un petit peu plus avancée. La note importante, c'est de voir que si on passe de l'architecture standard à l'architecture type, on se rend compte qu'il y a une couche qui ne change absolument pas. Puis c'est le Data Lake Storage. Puis c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça devient quasiment la pierre angulaire là, de
l'environnement analytique, là, parce que à partir du moment où on structure notre Data Lake Storage de la bonne manière, qu'on fait les bonnes choses à l'intérieur de celui-ci, ben on s'assure de pouvoir s'assurer de conserver cette couche-là qui est quand même très importante. Là, on s'entend, là, c'est les transformations qui s'y retrouvent. Là, c'est la plupart du traitement qui se retrouve dans ton Data Lake Storage. Donc, c'est important de se rendre compte que cette couche-là, si elle est mise en œuvre correctement, ben, ça va nous permettre de garder une solution qui est très évolutive. La différence qu'on peut voir dans cette architecture avancée, bon, ben, on a rajouté la notion de streaming data, donc du data de type IoT. Pour les bienfaits de la présentation aujourd'hui, là, j'ai pas voulu nommer toutes les composantes Azure qui pouvaient nous permettre de gérer de la donnée IoT. J'ai focusé sur Event Hub parce que l'approche standard, c'est que on va recevoir des données IoT, puis ce qu'on va vouloir faire avec, c'est les stocker ou les exploiter là, pour faire des analytiques dessus. Si on avait des besoins de recevoir des données IoT et de prendre des actions sur les composantes, là, c'est sûr qu'on aurait pu utiliser une autre composante comme IoT Hub, là, mais dans un contexte analytique, j'ai juste positionné Event Hub. Donc, mais il y a d'autres options à ce niveau-là. Il y a aussi Data Explorer, Azure Data Explorer qui a été ajouté. C'est un engin qui nous permet de faire de l'analyse sur du streaming data. Puis la beauté de ça, c'est qu'il nous permet également d'ajouter au streaming data des données qui proviendraient déjà d'un lac de données, d'un storage, pour mettons, bonifier nos analytiques. Puis évidemment, ces analytiques-là, on pourrait les pousser là, directement dans Power BI. Une autre couche qui est ajoutée dans ce type d'architecture plus avancée, ce qu'on voit, c'est Databricks. Databricks, oui, c'est une composante qu'on peut utiliser en intégration de données quand on a des très gros volumes. À titre d'exemple, si on avait à faire de l'intégration de données là, sur des données qui proviennent de systèmes POS qui nous envoient, mettons, toutes les transactions qui se passent dans un magasin X en format XML, donc qu'on doive restructurer cette information-là, puis la remettre dans le lac. Bien, à partir de ce moment-là, Azure Databricks, c'est un engin qui est éprouvé là, pour faire ces grandes transformations complexes sur des grands volumes de données. Mais Azure Databricks, c'est plus que ça. C'est aussi à partir du moment où on a une volonté à l'interne de faire de l'advanced analytics, de faire soit du machine learning ou du AI. C'est sûr que cette composante-là offre ces fonctionnalités-là. Puis à partir du moment où on veut faire du AI ou du ML, c'est sûr qu'il y a une nouvelle zone de storage là, qui serait probablement créée, qu'on appellerait le Analytical Sandbox, si on veut, là, où ce que les scientifiques de la donnée pourraient non seulement tirer profit des données qui sont dans le data lake déjà, mais qui pourraient amener leurs propres données aussi à l'intérieur de leur sandbox. Un autre gros changement dans cette approche-là, ben, c'est l'utilisation d'Azure Synapse. Azure Synapse, c'est un petit peu le game changer. Là, pour ceux qui connaissent Azure SQL Data Warehouse puis qui en ont déjà fait, Azure Synapse vient faire un genre de grande consolidation de tous les outils qui étaient nécessaires de mettre en œuvre pour utiliser SQL Data Warehouse. Donc, Azure Synapse vient consolider tous ces outils-là dans un seul environnement, dans une seule composante. Donc, c'est beaucoup plus facile là, à mettre en œuvre. Et puis, ça amène aussi là, toute la notion là, de Spark Cluster. Donc, quand on va créer des pipelines d'intégration de données, si on est avec ADF, ce qui va arriver logiquement, c'est qu'on va utiliser Dataflow, puis Dataflow, bien, ça va être du Databricks en arrière qui va être lancé, là, ça va être du Spark. Bien, ça, c'est tout intégré là, dans Synapse. Là. Quand on va utiliser Synapse Pipeline, qui est un petit peu
c'est identique dans le fond à ADF si on veut, là. Mais quand on va vouloir faire du data flow dans Synapse Pipeline, ben à partir de ce moment-là, -là, c'est des clusters, des clusters Spark qui vont partir, qui vont nous permettre de processer là, des grands volumes de données. Puis encore une fois, ben là, il y a un choix, là, le même choix qu'on avait au tout début. Est-ce qu'on tire profit d'Analysis Services ou on va directement au niveau de Power BI? Dans ce type d'architecture-là, c'est pas rare de voir que l'entreprise a accès à Power BI Premium. Donc, souvent, la prise de décision qui est faite, c'est qu'on tire profit d'Azure Synapse pour générer des datasets. Et puis, on expose ces datasets-là dans Power BI Premium pour la consommation utilisateur. Donc, c'est un petit peu là, une architecture plus complexe là, qui génère une plus grande mise en œuvre. Par contre, si on regarde au niveau des éléments justificatifs, c'est sûr que c'est l'approche qui permet de gérer de la bonne volumétrie, la variété des sources sans problème, la vélocité parce que on a pensé au streaming data. Rapidité d'implantation, puis c'est un petit peu drôle parce que la solution standard, si on retourne en arrière d'une slide, là, on avait la rapidité d'implémentation. Moi, je l'avais mis à 1 parce que je trouve que c'est beaucoup plus, il y a plus d'efforts à mettre. Ben, dans une architecture complexe, toute proportion gardée, on s'entend là, parce que tout est relatif au nombre de sources et au nombre, si on a du streaming data, c'est sûr que ça complexifie la chose, mais la rapidité d'implémentation, j'ai mis la pondération plus élevée parce que, en raison d'Azure Synapse. Le fait que tous les environnements, tous les composantes requises sont consolidées dans une seule composante, ça facilite grandement les efforts de développement. Pour ceux qui ont fait du Azure SQL Data Warehouse, c'est sûr que quand on a à gérer des pipelines qui gèrent du Transact SQL, qui gèrent du Spark, qui doivent parler à du Blob Storage, parler à différents serveurs SQL sur Azure, c'est un chaînage qui est des fois assez difficile. C'est plein de composantes qui se touchent, mais qui sont en soi déconnectés. Dans Synapse, c'est pas vrai. Dans le fond, tout est connecté. On peut même créer les rapports Power BI directement dans Azure Synapse. Donc, c'est un environnement de développement qui rend l'implémentation plus simple, selon moi, évidemment. Donc, si on regarde en bas, au niveau de l'intégration, on parle de Synapse Pipeline. Ici, on pourrait voir ADF, c'est le même outil, c'est juste que ça a été packagé dans Synapse Studio. Bon, l'intégration des données streaming, on parle d'Event Hub, mais ça aurait pu être aussi IoT Hub, là, tout est relatif. On parle de Azure Databricks qu'on pourrait utiliser en mode intégration là, pour les très grands volumes ou les transformations très complexes, quoique, sous toute réserve, là, Synapse Pipeline pourrait le faire là, en utilisant les clusters Spark. Puis au niveau stockage, encore une fois, Data Lake Storage version 2 et Synapse SQL, qui était jadis Azure SQL Data Warehouse. Couche sémantique, Analysis Services, Power BI Premium, présentation Power BI puis Azure Data Explorer. Ça fait un petit peu le tour. Je sais que c'est rapide. Là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au pire, là, comme André dit, on pourra prendre du temps à la fin pour les répondre par écrit au pire des cas. Là. Okay. Oui. Si tu me permets, on a reçu quand même plusieurs questions. Puis, je vais peut-être juste en prendre quelques-unes. On va en prendre à la fin, mais on va aussi répondre après coup si on n'a pas le temps de toutes les couvrir. Il y a Benoît qui demande: est-ce que vous pourriez donner comme une appréciation de l'effort pour transformer les données avec Data Factory? Si tu peux donner une perspective. Ben, tout dépend du type de transformation. Là. Si on parle de transformation simple, c'est pas plus compliqué que SSIS. Si on commence à parler de transformation complexe sur des grands volumes de données, l'exemple que je donnais tout à l'heure, on reçoit des données en format XML, on doit parser le XML
pour le structurer, si on veut. Là, je mets des guillemets, vous ne me voyez pas, là, mais je mets des guillemets. Là, pour structurer ces données qui viennent de sources qui sont non structurées, c'est sûr que l'effort de transformation est beaucoup plus grand. Mais somme toute, l'effort de transformation ressemble beaucoup à SSIS pour des données qui sont de type structuré, si on veut. Puis là, c'est sûr que l'effort est plus grand dans la transformation des données non structurées. Puis ça implique aussi des langages ou des scripts, des approches de transformation qui sont différentes. Tu sais, dans un environnement d'intelligence d'affaires ou d'analytique, où nos données sont toutes structurées, ben logiquement, SQL nous permet de faire la plupart de nos transformations. Quand on tombe dans du non structuré, ben là, il va falloir s'acclimater avec des nouveaux langages, soit Python, soit Scala. Tu sais, c'est relatif, c'est des engins de transformation qui vont être différents. Là. OK, merci. Je vais prendre une autre question brièvement. Comment doit-on, c'est Jean-François qui demande, comment doit-on organiser les ressources groupes dans Azure pour les différents environnements? Ça, c'est une bonne question. Puis c'est une question qu'on se pose souvent. Là, je pense que ça, c'est un point de discussion. Si on veut être si on veut prendre la bonne approche, logiquement, moi, là, je parle d'un contexte où on aurait seulement, là, on parle seulement de BI ici. Ça veut dire qu'on n'a pas d'applicatif sur notre environnement Azure. Là. Mon approche dans un grand environnement comme ça serait de ne pas splitter nécessairement les composantes par resource group. Donc, je n'aurais pas nécessairement un resource group par, mettons, production, un dev, puis un test, si on veut. Là. J'irais avec une approche qui serait encore plus cloisonnée. Puis j'aurais tendance à dire, si c'était mon entreprise, ce que je ferais, moi, c'est que j'aurais une souscription prod, j'aurais une souscription test, puis j'aurais une souscription dev. Juste parce que c'est quand même assez simple. Là, il y a quand même un danger au niveau sécurité là, de donner des accès à ton équipe de développement, si on veut, sur une composante qui est dans un resource group de production, puis qui arrive un pépin là, en production. Fait que, je dirais, si c'était moi, puis je voudrais mettre une solution la plus sécuritaire possible, puis m'assurer que les accès sont gérés correctement au niveau de l'environnement, je dirais plus vers une approche souscription là, pour le test et le dev. Je ne sais pas si ça répond à la question, je ne sais pas si ça rencontre l'objectif de la question, là, mais... Moi, je pense que oui. Oui, c'est bon. Je vais en prendre une dernière pour cette slide-là, parce que je sais qu'il y a encore d'autres matériels à présenter après coup. Puis l'autre, c'est une question qui est reliée aussi à Synapse. Là. Puis notre webinaire la semaine prochaine, c'est uniquement sur Synapse. Fait que c'est sûr qu'on pourra en parler davantage. Mais Ahmed il demande, c'est quoi qui est mieux pour Power BI? Se connecter sur Azure Synapse ou sur des tabs Spark dans Databricks? Puis on peut le couvrir la semaine prochaine aussi. Quand on parle de Tab Spark, là, on parle de Hive Table là, dans Databricks. Il faudrait juste que... Il dit oui, il a répondu. Oui, OK. Là, il va falloir que j'aille voir. Honnêtement, c'est quelque chose que je dois valider là, parce que moi, j'ai fait des tests là, pour connecter Power BI directement sur du Hive. Au moment où j'ai fait les tests, puis ça date de quelques mois quand même, là, la connectivité, puis c'était pas à jour, c'était pas à point si on veut. Là. Dans tout ce qu'on voit, on s'entend, le Synapse, je vais être honnête, le Synapse, là, on attendait la date du GA, là, je pense que c'était dû pour la fin octobre, puis j'ai pas eu de confirmation, là. Mais dans tout ce qu'on a vu sur Synapse, les entreprises qui mettent en œuvre Azure Synapse, l'approche de base, c'est vraiment de connecter Power BI là, sur Synapse. Databricks en soi, ça devient hyper intéressant là, quand on utilise des fonctionnalités de Delta Lake, si on veut, là, pour faire pour être capable de gérer là, les deltas.
Puis là, je veux pas me mettre à dos les gens de Microsoft, il faut faire attention, mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr qu'Azure Databricks, pour moi, vis-à-vis en raison du positionnement de Synapse qui est fait, j'ai l'impression que Databricks va être vraiment utile dans un cadre de machine learning puis d'advanced analytics. Là. Okay. Donc, ouais. OK, c'est bon. Puis il y a eu d'autres questions sur Synapse, mais je vous invite à vous inscrire la semaine prochaine pour notre webinaire qui est uniquement sur Synapse. Donc, je te retourne la parole. Ouais, ben dans le fond, moi, il me reste une seule slide, en fait deux. La dernière va être très vite, mais je veux juste revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Quand on parle que le Data Lake Storage, pour moi, c'est devenu le nerf de la guerre, c'est parce que selon moi, c'est la couche qui va être la plus persistante là, dans un environnement analytique en raison là, de ce que ça peut apporter à l'entreprise, puis à sa capacité là, de storer l'information, puis de ne pas être obligé de tout recommencer à toutes les fois qu'on change d'approche, mettons, là, quand on parle au niveau du modèle de la donnée ou de la couche sémantique. Donc, selon moi, c'est la couche qui resterait la plus stable. Puis, je l'ai tout le temps découpé en 3 zones. Bon, il y en a qui ont différents noms pour ça. Moi, c'est brown, silver, puis gold. Je veux juste passer à travers rapidement là, ce qui se trouve dans chacune des couches. Donc, au niveau du bronze, c'est sûr que... oups, excusez-moi, j'ai accroché ma souris. Au niveau du bronze, ce qu'on retrouve, dans le fond, c'est vraiment les données raw. Dans le fond, c'est la donnée qui vient du système source qui n'est pas touché, aucunement touché. Donc, ça peut servir d'audit aussi. Ça contient aussi, là, dans un processus standard, ce qu'on va faire, c'est quand on fait passer les données d'une couche à l'autre, donc de bronze à silver, une fois que la donnée est passée dans la deuxième couche, on va archiver la donnée raw juste pour s'assurer que dans le contexte où on aurait des modifications à faire en aval, ben, on n'aura pas affaire à retourner à la source de données, elle-même. On va toujours être capable de repartir nos processus à partir de l'environnement d'archives. Donc, ce qu'on trouve dans le bronze, c'est vraiment ce qui est la donnée source telle quelle et l'archivage de ce qui a été processé par l'environnement. Cette couche-là, généralement, est seulement accessible par les processus d'intégration. On essaie de l'abstraire, puis on essaie de ne pas la rendre disponible même au niveau des gens qui font de la science de la donnée, quoique souvent ils se battent très fort pour y avoir accès, mais bon, l'approche de base, ce serait de ne pas donner accès aux utilisateurs à cette couche-là. Dans la couche argent, ben, ce qu'on trouve à ce niveau-là, c'est la donnée, mais cette donnée-là, elle a été consolidée. Donc, si on parle de 3 systèmes de vente distincts ou 3 instances d'un système opérationnel, bon, ben, on va faire la consolidation dans cette zone-là. Donc, on va se retrouver avec une structure qui va représenter les ventes, si on veut. Ce qu'on va faire aussi, on va standardiser la donnée. Ces données-là peuvent provenir de différents systèmes. Peut-être qu'il y a des types de données qui ne sont pas standards d'un système à l'autre. Donc, on va faire une phase de standardisation. On pourrait faire des transformations simples, évidemment, aussi. On va faire du cleansing. On va faire du cleansing de la donnée. Puis, on va laisser cette donnée-là dans ce container-là, Silver. Donc, à partir de ce moment-là, cette donnée-là, elle est considérée comme propre, OK, et utilisable pour les prochaines couches, OK. Dans notre approche standard qu'on a vu tout à l'heure, c'est généralement à ce niveau-là que ça arrête. On arrête à la zone Silver. Puis, c'est la zone Silver qui va remplir, si on veut, notre modèle de données dans SQL Server. La zone or, ben là, c'est quand on tombe dans un environnement plus avancé. Là, c'est vraiment la définition d'entité, de créer des entités selon des sujets d'affaires très, très précis. Fait qu'on pourrait créer une entité, mettons, Customer 365, puis s'assurer d'avoir toutes les données requises pour faire du Customer 365 dans cette entité-là. Donc, c'est une modélisation qui est à faire, qui est différente d'une modélisation standard là, pour un dépôt de données, là, parce qu'on parle plus d'entités ici, puis c'est un ensemble de choses. Mais cette zone-là serait plus utilisée, mettons, dans les architectures des scénarios complexes.
Les zones argent et les zones or sont généralement accessibles là, pour tous les gens du data science. Même que la zone or, ce qu'on voit souvent, c'est qu'elle est rendue disponible aux utilisateurs en soi aussi. Dans le fond, je voulais juste rapidement là, expliquer là, les différentes zones que j'avais mis dans mes diagrammes. Là, Dans nos mises en œuvre standard, c'est sûr qu'on a toujours la zone bronze, c'est sûr. On a toujours la zone silver, juste parce qu'on s'assure de faire la consolidation, puis tout ce qui est standardisation, puis nettoyage au niveau du silver. La zone or, c'est vraiment pour les analytiques avancées qu'on la met en œuvre. Encore une minute, Eric, peut-être Ouais. pour la prochaine slide. OK. Bon, puis la dernière slide qu'on avait, c'est quelque chose que j'ai ramené. Je voulais juste reparler au niveau des techniques de modélisation là, qui sont disponibles là, au niveau du dépôt de données en soi. Là, donc, évidemment, je pense qu'on ne perdra pas beaucoup de temps là-dessus. Là. On a l'approche normalisée, donc un data warehouse à la troisième forme normale standard. On a le modèle multidimensionnel qui est logiquement une réplique presque parfaite de la couche sémantique. Là. Souvent, on est quasiment du 1 pour 1 à ce niveau-là. Et puis, il y a une autre approche là, qui est l'approche DataVault. Je l'ai mis ici. Moi, personnellement, honnêtement, je n'ai pas eu la chance de l'utiliser, la modélisation de DataVault, là, mais je voulais quand même la lister là, parce que c'est quand même une approche là, qui est en œuvre dans certaines entreprises. Donc, je voulais m'assurer de la lister ici. Là. Si vous voulez avoir une discussion de DataVault, je peux vous présenter des architectes chez nous qui pourraient vous en parler longuement. Donc, c'était ma dernière slide. Là. André, je pourrais même te redonner l'écran. OK, c'est bon, je vais reprendre le contrôle. Écoute, merci beaucoup, Eric, parce que tu sais, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de matériel, puis il y a beaucoup à dire aussi sur tous ces choix-là qui sont à faire. Donc, merci beaucoup. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en plus de ce qu'Eric a présenté, on a mis dans la présentation que vous allez recevoir des liens de référence. Hein, c'est des liens de référence qui sont fournis par Microsoft. Donc, il y a tout le temps le Centre des architectures Azure qui est disponible. C'est disponible en français aussi. Donc, vous pouvez consulter ces différents liens-là qui peuvent être d'intérêt. Puis, on a inclus aussi même les architectures type en annexe de cette présentation-là. Donc, vous allez la recevoir et vous avez chacun des liens là, pour en apprendre un peu plus. Là. Donc, si c'est pertinent dans le contexte de votre travail, c'est très bon. Donc, on va peut-être prendre une question midi. Ça fait que je veux juste comme conclure, puis merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui, mais on a essayé quand même de partager les grandes lignes là, sur les alternatives possibles des architectures BI sur Azure. Donc, l'écosystème analytique de Microsoft est très complet et intégré aussi également. Son évolution est quand même très rapide et les choix sont très importants dans le choix des composantes, puis voire cruciaux, je dirais. Puis, donc, ça doit être pris en toute connaissance de cause. Donc, n'hésitez jamais là, à faire intervenir des professionnels pour vous accompagner. Donc, j'espère que le contenu du webinaire a été pertinent. Si vous avez des questions ou des cas spécifiques que vous aimeriez discuter, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Il est déjà quasiment comme midi. J'ai comme peut-être prendre une question, puis une question, les autres questions, on va répondre. Là. Merci pour avoir posé des questions. Mais Eric, il y a quelqu'un qui demande, pour des grands volumes de données là, qui seront éventuellement les cas dans leur organisation, est-ce qu'ils doivent positionner les services du Data Lake maintenant et pourquoi? Je pense que tu en as parlé, mais je pense peut-être revenir là-dessus encore une fois. Oui, ben moi, c'est sûr que le positionnement de la couche Data Lake, là, je dirais pas que c'est une condition sine qua non au succès du projet, mais c'est quelque chose qui est hyper important au succès d'un projet, quitte à positionner seulement là, les zones bronze et les zones argent. Donc, faire vos manipulations dans le Data Lake, ça vous garantit à ce moment-là de pouvoir être évolutif là, sur votre architecture par la suite. Là. Donc, okay, oui, c'est hyper important. Parfait. Pour tous ceux qui ont posé, ceux et celles qui ont posé des questions, merci beaucoup. On va vous répondre après le webinaire. Et donc, je vous invite à ce moment-ci de compléter
notre court sondage d'une seule question. Donc, votre opinion est très importante et compte beaucoup pour nous. Vous allez recevoir un courriel ayant un lien donnant accès à la copie de la présentation et l'enregistrement du webinaire en tant que tel sera accessible à partir de demain. Donc, si vous désirez le consulter, le relire ou le réécouter ou le partager avec de vos collègues. Si vous avez des questions supplémentaires, là, je vous invite à nous contacter en utilisant les coordonnées incluses dans le courriel de suivi qui vous sera acheminé. Donc, merci beaucoup de votre participation et surtout, faites attention à votre santé et à celle de vos proches. Merci encore. Bonne journée à tous et toutes et au plaisir de vous retrouver dans les prochains webinaires. Merci.